Mamoura, il y a 30 ans, c'était que des familles agricoles. Et ce qui est typique à Mamoura, c'est que c'est la famille qui travaille ensemble, le papa, la maman, les enfants. C'était un village d'agriculteurs et qui travaillaient les champs tout autour du village et allaient à quelques kilomètres du village pour exploiter leurs terres. C'était des terres qui ne sont pas très grandes, hein, c'est des petites parcelles de quelques milliers de mètres carrés. Ça dépasse rarement les hectares ou 2-3 hectares. Et ça a commencé à changer petit à petit, avec le modernisme, puis l'école aussi, les gens allaient à l'école et tout ça. Les années 70, ça a commencé à changer. La ville, économiquement, elle est allée petit à petit vers le service. On trouve maintenant à Mamoura, actuellement, beaucoup plus de services que d'agriculture. Pendant l'été, pendant la période estivale, elle accueille des touristes. Donc sa population, elle quadruple. Donc elle est actuellement à environ 10 000 habitants. On a, pendant l'été, au même territoire, on a 40 000 habitants. Donc il y aura des problèmes de circulation, des problèmes d'habitat, etc. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien maîtriser ça. Même si la ville, maintenant, il y a plus de construction, il y a plus de maisons, il y a plus, mais les maisons sont devenues modernes. C'est dommage parce qu'avant, c'était un style traditionnel. Les maisons et les familles étaient très rapprochées. Maintenant, ça s'agrandit, mais ce n'est pas trop dans le mauvais sens. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à un stade critique et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur ça maintenant pour que quand ils vont évoluer vers cette nouvelle activité, que ce soit bien encadré, que ce soit bien avec des normes, avec des règlements, des cahiers de charges, etc. pour ne pas surexploiter cette richesse qu'il y a ici. Parce que c'est calme, c'est la sécurité aussi, aucun problème, etc. Avec des voûtes en croisées et en berceau, et la construction en pierre et sable. Donc, Ecoumène, qui est une ONG qui travaille avec différents pays de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Asie aussi. Donc, nous a mis en contact avec un réseau d'acteurs locaux sur les territoires de Nabol et Mamoura, qui travaillent activement sur la préservation principalement de l'environnement de Mamoura à niveau naturel, mais aussi du patrimoine culturel et matériel local. Donc, leur demande, c'est d'inviter des étudiants et étudiantes à réfléchir à comment concilier d'un côté le développement économique de ce territoire, très fragile, et de l'autre, donc de le préserver et de valoriser tout ce qui est justement ressources locales. Le workshop qu'on est en train de réaliser à Mamoura en Tunisie s'inscrit dans le cadre de la formation Transition urbaine et coopération Méditerranée au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille, université. Dans le cadre de la formation, du coup, on organise chaque année 2 workshops dans le cadre desquels on se déplace avec les étudiants sur un territoire. On travaille sur une problématique sur la base d'une commande que nous recevons
de la part d'un partenaire associatif ou institutionnel. Ce workshop, on est un peu le coordinateur logistique entre la commande qui est venue de la part des associations locales, mais aussi de l'Université de Marseille, les étudiants. Et on a aussi ramené d'autres étudiants tunisiens, du coup, de différentes écoles, comme les ZAD, l'ENO, l'ISTUB, afin de partager cette expérience et redécouvrir cette résonance urbaine à Marmoura et travailler sur le développement local du village. Est-ce qu'on peut considérer Marmoura en tant qu'un village touristique et jusqu'à quel point surtout pour ne pas finir dans le tourisme de masse qu'on n'aimerait pas avoir ici à Marmoura vu l'échelle qui est assez intime, assez conviviale et surtout familiale. Comment ne pas perturber ça? C'est pour ça qu'on est venu à développer sans pour autant détruire et surtout préserver ce qui existe, ce qu'il y a de cher à Marmoura. Je suis un peu bizarre, mais je préfère beaucoup plus l'hiver, car pendant l'été, c'est vraiment très encombré. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de toutes les régions de la Tunisie pour faire leurs vacances chez nous à la Marmoura. Donc, c'est pas vraiment une mauvaise chose, mais pour moi-même, j'aime bien ce calme ici. Et lorsque tu connais tous les gens ici à la Marmoura, puisque la Marmoura, c'est une petite village, nous sommes maximum 9000 personnes, c'est pas trop. Vous connaissez tous les gens, c'est ce qui crée la sécurité, ce qui crée une sensation d'appartenance à ce village et à cette grande famille, tu vois. D'ailleurs, l'une des principales raisons, c'est par exemple pendant l'été, les habitants de la Marmoura parfois ne peuvent pas profiter de leur trésor qui est la plage, car les gens qui arrivent à très grand nombre. On parle de plus que 40 000 personnes qui arrivent pendant l'été. Donc parfois, nous les Marmouriens, on ne peut pas même nager dans notre plage, tu vois. Donc parfois, ça crée un peu une sensation une sensation non confortable, tu vois. On a des cousins, par exemple, qui ont des maisons qui sont près de la mer et qui profitent de cette saison pour louer leur maison et tout ça. En plus, donc, cette saison-là crée beaucoup de commerce et aussi même, on a des gens qui ne travaillent que pendant cette période, tu vois. Donc, ça crée une grande opportunité et une bonne opportunité dans cette région. Mais à la fois aussi, ça crée aussi une sorte de problème, car si je ne travaille pas pendant ces 3 mois, comment je peux récupérer? Cette possibilité d'accès à la mer qui a développé un commerce touristique durant l'été, mais hors saison estivale, il y a quand même, et c'est la saison dans laquelle on est aujourd'hui, il y a quand même un sorte d'équilibre et de lien entre chaque habitant et commerce et chacune des activités au final qui s'adaptent en fonction des saisons et donc là on arrive en février
dans un moment assez calme, mais il y a beaucoup de vie finalement. Il y a des écoles, donc ça va de la petite enfance jusqu'au collège. Donc il y a beaucoup d'enfants en fin de journée qui sont dans les rues. Il y a encore des commerces niveau plutôt artisanaux qui sont ouverts puisque la manutention, etc., c'est toute l'année. Certains restaurants sont fermés, mais ça, c'est des restaurants à destination des touristes. Il y en a d'autres qui sont les snacks, les restaurants plutôt locaux qui sont ouverts. Donc au final, on n'est pas sur un village qui ne vit que de son tourisme l'été, qui aussi connaît une vie locale très ancrée et un équilibre qui est très apprécié aussi par les habitants. On va dire que Mamora, c'est vraiment on va imaginer ça par un cercle. On a un cercle et à l'intérieur, on a un mini-cercle où il y a la Médina ancienne et dans laquelle il y a vraiment la sécurité, le vivre ensemble, la confiance, tout ce que tu veux. Sauf qu'au fil du temps, la ville s'est étendue, forcément, l'expansion urbaine, on a ça partout dans le monde. Et il y a eu la constitution du village touristique. Le village touristique, en face de la mer, des villas, de l'habitat individuel. Et en général, c'est des maisons qui sont mises à la location ou alors ce sont des maisons secondaires. Et quand on est allé faire notre parcours sur cette partie-là de la ville, la première remarque que notre référente mamourienne nous a dit, c'est que c'est pas du tout safe de se balader là-bas, surtout la nuit. Il y a des problématiques d'éclairage public, L'éclairage, il se balade avec une torche. Mais aussi de fréquentation. Et vu que ce village il est un peu à l'extérieur des limites visibles ou invisibles du vivre ensemble, de l'identité et de la Médina, les gens ne se connaissent pas là-bas. Et du coup, forcément, on ne se fait pas confiance. Par exemple, là-bas, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de porte ouverte, il y avait encore moins des enfants qui jouaient dans la rue. Si on veut un peu l'expliquer en termes urbains, c'est-à-dire si on imagine la trame de l'ancienne Médina, c'est une trame avec des petites ruelles organisées sur des places. Donc il y a plus les maisons sont ouvertes sur une place et ouvertes sur elles-mêmes, du coup, finalement. La trame a commencé à changer avec l'extension de la ville. Donc, c'est plus des grandes rues, c'est pas des ruelles, c'est des maisons pas communicantes du tout. On n'a plus cet esprit du toit, donc les toits ne sont pas accessibles, alors que la Médina, on peut passer d'un toit à l'autre assez facilement. Donc, c'est avec cette trame-là et le changement de la trame que les pratiques se sont perdues aussi. Quand on dépasse le centre dont on a parlé de la Médina, il y a des constructions pas du tout harmonieuse, il n'y a aucune harmonie, il y a des rajouts un peu partout. Et donc là, on perd vraiment le style architectural, l'identité de la Médina, mais c'est plutôt c'est des contraintes de budget, des contraintes de compétences. Il n'y a plus d'artisans qui peuvent construire avec ces techniques anciennes. Je pense qu'il y a une chose qui nous a vraiment sauté aux yeux. On n'était pas forcément préparés. C'était la question de l'eau. Parce que par les recherches qu'on a pu mener en amont à Marseille, dire que les étudiants ont mené, ça ressortait pas forcément comme un des enjeux principaux. Et en arrivant ici, on s'est rendu compte que l'eau n'est pas potable et que donc presque toute la population qui a les moyens, au moins, doit s'approvisionner en eau potable. Donc, on achète des bouteilles, on achète des conteneurs d'eau. L'eau est, depuis quelques années, désormais salinisée par la remontée, par une salinisation des nappes phréatiques due à une exploitation d'un côté d'une agriculture qui devient trop intensive et une agriculture d'irrigation qui a affaibli donc la nappe phréatique. Et donc, on se retrouve d'un côté avec des habitants qui ont un accès à l'eau réduit, ça augmente les inégalités sociales, et de l'autre, des agriculteurs qui se trouvent en difficulté face à leurs techniques d'agriculture. Donc, la terre aussi qui devient de moins en moins fertile, donc des petites exploitations qui se réduisent par rapport à des phénomènes de touristification qu'on peut observer en Europe.
C'est le fait qu'il y a quand même une prise en charge quand même familiale aussi de la question de l'habitat. Donc, d'un côté, on a des maisons qui évoluent en répondant aux besoins. Et on n'est pas encore dans une... l'impact n'est pas forcément sur l'habitat local, c'est plutôt un impact sur l'environnement, là où on va construire des nouvelles constructions. Donc, plus que sur l'accès au logement, comme on pourrait l'avoir, par exemple, à Marseille. Donc, c'est le lieu de confrontation directe qu'on peut avoir, de comparaison. Ici, on dirait que l'impact de ce développement du tourisme, plus que sur les habitants, sur leur accès aux services, c'est plutôt sur l'impact en termes de pression foncière et réduction des terres agricoles, l'impact sur la production des déchets, la consommation d'eau. Donc sur ça, effectivement, on peut avoir un effet qui retombe aussi sur les habitants, notamment sur la question de l'eau. La lagune de Mamorra, justement, elle fait partie de tout le cordon lagunaire qu'on appelle le cordon ouest du Caban, qui va justement, il commence à Mamorra et il va jusqu'à Kelibia et plus, donc sur presque tout le Caban, toute la côte du Caban. Et qu'est-ce qui est très important, c'est que à partir d'un certain moment, on a vu que cette lagune commençait à être impacté négativement par l'activité humaine, on jetait les déchets, les eaux polluées se déversaient dedans. C'est la même chose pour toutes les lagunes qui sont sur la côte. On pourrait dire que sur la préservation de l'environnement, la notion de risque, elle n'est pas comprise en tant que telle, mais pourtant les habitants et habitantes sont conscients des impacts du risque. Donc au quotidien, ils sont confrontés aux problèmes d'eau, aux problèmes d'approvisionnement en matériaux de construction, aux prix qui augmentent pour pouvoir donc construire. Donc tout ça qui est lié finalement à des risques majeurs de construction sur le littoral, de manque de ressources. On voit les impacts, mais on n'arrive pas encore vraiment à bien identifier les enjeux derrière pour agir avec une vision stratégique plus à long terme. L'objectif de cet atelier public, c'est que c'était une journée pendant laquelle on a exposé des travaux des étudiants sur lesquels ils ont travaillé toute la semaine depuis notre arrivée, et même les travaux qui ont été réalisés avant notre arrivée ici en Tunisie. Et c'est un atelier qui a, comme le précise son nom, c'est un atelier public, dans le sens où ça a été ouvert d'abord à nos partenaires locaux, et ensuite, bien évidemment, à tous les habitants et habitantes de Marmora qui avaient la possibilité de venir. On l'a organisé au siège de l'association INMA, et du coup, c'était une journée où l'association était ouverte à tout le monde. Les habitants, les associations, les partenaires, ils sont venus, ils ont vu les travaux qui se sont construits sur la semaine des étudiants. Ils ont eu aussi la possibilité d'intervenir directement sur les planches, sur les propositions, sur les dessins, les collages de toutes les productions des étudiants. Le Transec, une espèce de collage qui rassemble les éléments du diagnostic qui a été réalisé par les étudiants à partir des entretiens, des enquêtes sur le terrain, sur une table longue, et sur la base de laquelle les invités, les gens qui étaient venus à l'atelier public, ils complétaient les informations, ils réajustaient ou orientaient ou corrigeaient des données que les étudiants ont récoltées.
j'ai l'impression qu'on a beaucoup urbanisé ou fait des projets vers la côte, vers le littoral, avec des esprits un peu corniches, habitations, focaliser des commerces à ce niveau-là, mais que pour les habitants, la Médina, etc., il y avait un peu moins de choses qui étaient lancées. Il y avait la place du marché qui était utilisée uniquement le mardi, la place de Mra, en face du café de la jeunesse, qui là aussi était une place qui était plutôt destinée à être un parking, mais comme il y avait beaucoup de commerçants, on s'est dit que c'était peut-être intéressant. Et du coup, à partir de ces espaces qui n'étaient pas, pour nous suffisamment investis, on s'est dit ça serait cool de créer un espace de rencontre, de vie et d'échange où les gens puissent rester, échanger, plutôt que de toujours être chez eux ou dans la rue sans pouvoir se poser quelque part pour se rencontrer. Et aussi pour les enfants, parce qu'on nous a dit plusieurs fois, les habitants nous ont fait remonter que les enfants n'avaient pas d'espace pour eux. Et aussi, ce qui, moi, personnellement, m'a un peu marqué pendant nos premiers jours de rencontre, c'est qu'il y a une dame qui a dit, et même plusieurs fois on nous l'a dit, en gros, ici, tu ne peux pas protéger la nature sans créer de l'économie, de l'emploi derrière. Sinon, si tu protèges quelque chose, des gens, ils vont venir récupérer les matériaux pour faire de l'argent avec. Donc, vraiment, il faut trouver un peu cet équilibre-là, et c'est ce qu'on a un peu essayé de faire à travers nos micro-projets, de trouver un compte pour tout le monde en protégeant la nature, vu que ici, ça a l'air d'être comme ça que ça marche. Du coup, on a fait 2 petits micro-projets en rapport avec la dépollution de la lagune. Le premier micro-projet qui avait plusieurs actions, c'est en gros préserver la biodiversité. Bon, j'ai peut-être en détailler un, parce que ça me fait rebondir sur le fait que tout à l'heure je disais compromis entre économie et environnement et protection de la nature. Et là, le but d'une des actions, c'était de favoriser la population de roseaux, qui est déjà implantée dans la lagune, et en fait de pouvoir l'utiliser, de la couper, pour en faire des matériaux de construction. Et c'est vraiment une espèce qui se régénère assez facilement, donc on n'a pas du tout d'impact vraiment, on ne va pas faire disparaître l'espèce, on peut justement la favoriser. Et après, on peut s'en servir pour construire des toits, des isolations écologiques, et en même temps créer une nouvelle filière, la valorisation de la filière du roseau. Pour passer à l'action, en termes de micro-projets, on a pensé justement à proposer un guide de bonne pratique. Le guide de bonne pratique qui serait sous la forme d'un petit livret qu'on peut se procurer à la municipalité par exemple, mais qui est plus parlant aux gens. Le guide des bonnes pratiques, ce serait vraiment histoire de dire vous êtes dans cette situation-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Votre famille s'agrandit, il ne faut pas démolir votre maison traditionnelle. Il faut chercher d'autres moyens qui permettent de préserver votre maison tout en vous permettant à la famille de s'agrandir et à chacun d'avoir son propre espace. Et du coup, notre deuxième projet, c'était la charte architecturale. C'est un document un peu plus technique. Beaucoup plus technique. Où on peut voir toutes les détails de techniques de construction, peut-être aussi des manières de se procurer les matériaux, même si ça ne va pas être des matériaux locaux, mais plutôt peut-être dans la région. Ce qui me fait peur personnellement, c'est l'effacement de l'identité et l'effacement de ce caractère que tout le monde se connaît, que c'est une petite ville, c'est chaleureux et c'est serein aussi. Donc c'est les 2 caractères qu'on aimerait préserver à Maamura et probablement à toute cette conurbation littorale allant de Nabeul vers Kilibia probablement. Et ces petits villages, ils sont là pour être promus, highlighted, mis en lumière, mais sans pour autant les détruire, pour ne pas entrer dans les tourismes des grandes villes tunisiennes, du littoral justement. Et je pense qu'on est sur la bonne voie parce que les habitants de Maamura savent déjà ce qu'on a découvert. Ils connaissent déjà l'importance de leur village, de leur ville. Et du coup, on compte sur eux
Et c'est pour ça que c'était aussi facile de les intégrer dans cette aventure pour la préserver et mettre en évidence les caractéristiques de cette identité assez riche en termes de sérénité et de convivialité.